Versailles. Nous avons commencé à un petit moment et c'est lui qui a nous le synthèse de l'actualité internationale et des constructions. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons chaque semaine pour commenter l'actualité et faire un travail de déconstruction. Alors, je dois vous avouer que cette semaine, la préparation de l'émission était particulièrement compliquée, tellement il y a eu des événements décisifs, un bouillonnement d'affaires politiques, économiques, bref, dans tous les domaines, qui montre que vraiment on est dans une accélération de l'histoire et chaque événement mériterait un long commentaire et pourtant nous sommes contraints par le temps. Donc j'ai proposé de survoler une série de faits qui illustrent ce que nous pouvons considérer comme une accélération de l'histoire en ce qui concerne donc l'actualité et puis de m'attarder davantage sur la déconstruction où nous allons parler de la démocratie représentative bourgeoise, en tout cas de l'hypocrisie qu'elle exprime en réalité. Donc, comme je vous disais, beaucoup d'événements, ce qui concerne l'actualité, si on parle des États-Unis, on voit qu'il y a effectivement une dictature totalitaire globale qui s'installe sur tous les plans sur le territoire des États-Unis. Alors le plus comique dans l'histoire, c'est qu'on voit les commentateurs français dans les télévisions qui disent « Ah, est-ce qu'il n'est pas un peu totalitaire? Est-ce que c'est pas une façon de... » comme s'ils ne savaient pas ce qu'était une dictature. Et surtout quand on sait combien ils sont empressés de qualifier de dictateur tout chef d'État opposé aux intérêts des Occidentaux sous les prétextes les plus farfelus. Eh bien, donc, cette dictature s'installe. D'abord, on a parlé du pas qui a été franchi parce que Trump avait envoyé les troupes fédérales dans les États contrôlés par les démocrates, soi-disant pour contrôler la police, et maintenant il a passé à un stade supérieur en leur permettant de patrouiller avec des armes. Et dans le même temps, ce que les médias occidentaux n'ont pas relayé, on apprend qu'il est en train de constituer des milices armées parallèles parmi ses fidèles de MAGA, Make America Great Again. Et donc, il y a ce premier point-là. Deuxième point, c'est le limogeage illégal de toutes les autorités des institutions indépendantes, comme la directrice de la Banque centrale. C'est évidemment prévu par la Constitution qu'il y a coupure entre la Banque fédérale et l'exécutif. Non, il licencie. Alors, évidemment, ça traîne, il y a des appels qui vont durer quelques mois, mais n'empêche qu'il l'a fait. De même, responsable des institutions sanitaires principales qui permettent aux gens de faire le système de santé et public états-unien fonctionner. Il licencie sans prendre en compte les conséquences quotidiennes immédiates. Et puis, il va, sur la question des élections, truquer les futurs scrutins en redécoupant les cartes électorales. Alors, on pourra revenir sur ce fait quand on va parler de la démocratie bourgeoise, mais en faisant en sorte que les minorités afro-descendantes hispanophones ne puissent pas peser dans le scrutin. Ça montre bien que le système est prévu pour contrôler l'électorat. Et puis, évidemment, les agressions contre l'économie mondiale, les saisies, avec une particularité, c'est qu'il y a un tribunal fédéral qui a déclaré illégal le fait qu'il imposait des taux d'imposition aux pays étrangers, mais
lui, de toute façon, va envoyer ça à la Cour suprême, qu'il contrôle. Donc, les institutions pseudo-démocratiques ne fonctionnent pas et la dictature se construit. Ajoutez à cela les dispositions qu'il avait déjà prises pour museler les universités. On vous coupe tous les fonds si vous ne faites pas ce que je dis, si vous tolérez que des gens qui sont opposés à moi viennent. Les dispositions sur la question des musées. Trump a signé un décret pour que les musées n'aient pas le droit d'exposer tout ce qui est contre ses positions et sa vision historique des États-Unis. La dictature est déjà installée, elle est en train de se consolider. Ensuite, il faut dire que, on a parlé des États-Unis qui se fascisent, mais les États-Unis font un pas supplémentaire dans la guerre, vers la guerre mondiale. Nous avons déjà largement expliqué que ce qui se passe concernant l'Ukraine ne doit pas faire illusion. Quand Trump fait semblant d'être contre pour suivant les jours, ce qu'il veut, Trump, il l'a déjà dit. Il veut qu'il y ait la guerre contre la Russie. Il veut que l'OTAN intervienne contre la Russie. Mais il ne veut pas que ce soit les États-Unis qui paient. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pression sur les gouvernements européens. Je vous coule, sauf si vous achetez des armes américaines pour donner à l'Ukraine, pour faire le sale boulot. Mais ça se compte en milliards, centaines de milliards. Donc, il veut la guerre en Ukraine, mais il veut la faire sous-traiter par les Européens et se concentrer sur la préparation des autres bases de la guerre mondiale. D'abord, ce qui se passe au Proche-Orient. Vous avez entendu ce scandale absolument inimaginable. Trump refuse de donner des visas à la délégation palestinienne qui devait venir à l'ONU pour parler, entre autres, de la question palestinienne. En disant, je ne leur donne pas parce que ils soutiennent, ils ne dénoncent pas le 7 octobre, parce que. C'est illégal, c'est la deuxième fois que ça se fait dans l'histoire de l'ONU. La première fois concernait aussi les Palestiniens, c'était Yasser Arafat, qui était dirigeant de l'OLP à l'époque. Eh bien, les États-Unis ont refusé le visa. L'ONU avait déplacé la session pour aller la tenir à Genève, afin que les Palestiniens puissent participer. Alors là, on ne va pas déplacer vers Genève. Là, les autorités de l'ONU essaient de faire pression, mais ça montre qu'il y a peu de droit international de toute façon, mais que, pour revenir au sujet principal, que la question de la guerre à Gaza, c'est une question clé pour Donald Trump et les États-Unis. Il faut que le bourreau, le criminel de Netanyahou, fasse le sale boulot avec l'argent, les armes envoyées par les États-Unis, envoyées aussi par l'Europe, qui fait semblant de dire « Ah ouais, nous posons des questions, on a assassiné des journalistes. » Donc, il faut que cette guerre-là, qui lui permette de contrôler toute la zone du Proche et du Moyen-Orient, puisse accélérer. C'est son front principal. Donc, les Européens sous-traitent l'Ukraine et lui, il fait Netanyahou sous-traiter cette partie-là avec les armes qu'il envoie. Renseignement aussi. Et puis, on continue à préparer la guerre contre la Chine, qui est le but ultime des États-Unis d'affronter la Chine. Mais alors, comme c'est difficile pour l'instant d'attaquer la Chine, il faut entrer sur un nouveau front, déclencher une guerre sur un troisième front pour déstabiliser l'alliance entre les pays du Sud et se positionner militairement. Les États-Unis veulent à tout prix déclencher une guerre contre le Venezuela et par ricochet contre Cuba, puisqu'il y a alliance militaire entre Cuba et le Venezuela.
Donald Trump dépêche une flotte armée avec 4000 hommes pour aller devant les côtes. Il fait un navire de guerre prêt à attaquer, traverser le canal de Panama pour essayer de se rapprocher. Et ce qu'il souhaite, c'est que le conflit éclate dans la Caraïbe. Parce que le Venezuela est appelé à être la première puissance, la deuxième puissance productrice de pétrole du monde dans les années à venir. Donc si le régime continue à se stabiliser, et tenant compte du fait que le Venezuela fait partie de l'Alliance bolivarienne, qui regroupe plusieurs pays, et évidemment collabore avec le bloc des pays du Sud. Il faut absolument esquinter ça et déclencher un conflit. Nous sommes dans la Caraïbe. La Martinique et la Guadeloupe ont été utilisées par l'État français, par l'Europe, pour faciliter la guerre menée par les États-Unis contre le révolutionnaire Maurice Bishop à Grenade, et plus tard, dans la guerre que les Britanniques menaient contre l'Argentine pour continuer à occuper les Malouines. Donc, imaginez que cette guerre-là commence, nous serons au cœur de l'affrontement. Nous voyons bien que Donald Trump veut déclencher cette guerre. Et en face, le Venezuela et Cuba ne vont pas se laisser agresser. D'ailleurs, le Venezuela a répondu en envoyant ses navires et en mobilisant 1 400 000 volontaires civils à côté de son armée qui sont déjà prêts à déclencher la résistance contre toute tentative d'invasion. On a envoyé également des milliers de soldats sous la frontière colombienne parce que dans la stratégie américaine, ils pensent utiliser ce territoire-là pour venir. Donc pour vous dire, guerre en Ukraine sous-traitée, guerre au Proche-Orient, en Israël, à Gaza, sous-traitée par les complices, et intervention directe des États-Unis dans la zone caribéenne sans l'arrière-cour, comme le voulait la doctrine Monroe. Donc, c'est ça. Dans cette semaine-là, il y a une accélération de toutes ces dynamiques. Mais en face, il y a également des résistances dont les médias occidentaux ne parlent absolument pas. Imaginez, par exemple, ça nous concerne, puisque la Martinique a participé, en tout cas, une organisation martiniquaise qui s'appelle le CNCP, a participé à une visioconférence qui regroupait Trinidad, Cuba, Jamaïque, Barbade, etc., sur le thème justement de la riposte contre les agressions militaires états-uniennes pour maintenir la Caraïbe comme zone de paix. Eh bien, cette conférence-là montrait que dans tous ces pays-là, il y a une dynamique de gens, de peuples qui se préparent à refuser l'agression militaire. Hier, il y avait un événement politique sur les réseaux sociaux, YouTube, etc., à partir de Cuba, qui montrait tous les soutiens dont le Venezuela dispose pour pouvoir résister à l'agression américaine. Pour dire que cette semaine-là, il y a eu une accélération de l'agressivité et de la préparation des résistances. Mais ce n'est pas que sur ce domaine global-là, militaire, et de la fascisation, que les choses se sont accélérées cette semaine. Il y a eu une accélération dans la déstructuration de l'économie. Alors, en partie parce que le fait que les pays du Sud se décrochent du dollar et qu'il y a effectivement des difficultés pour les États-Unis et les Occidentaux qui sont à leur botte, pardon, qui déstabilisent l'économie. C'est d'ailleurs pourquoi Donald Trump a limogé la directrice de l'organisme des statistiques qui donnait des chiffres sur la débâcle économique.
fascisme oblige. Mais il y a eu des bugs informatiques. Tout le monde parle de l'intelligence artificielle. Non, ben, il y a eu un bug qui a fait que les banques, de nombreuses banques ne pouvaient pas livrer de liquide dans les guichets. Ça peut pas être un détail, non. Ça montre la fragilité de l'économie qui est dépendante du numérique. Or, pourquoi je parle de cela comme accélérateur? Or, les pays occidentaux ont entrepris de faire disparaître les chèques et les espèces pour que tout passe par le numérique, qu'ils puissent contrôler, bloquer des comptes, etc. Numérique qui est fragilisé par les difficultés techniques comme les bugs, etc., mais surtout l'influence des hackers ou l'intervention directe des gouvernements qui veulent déstabiliser, voler de l'argent, etc. Ça veut dire que cette difficulté qui fait que des banques ne pouvaient plus donner de liquide dans les dames à une grande échelle doit nous faire réfléchir sur l'accélération du passage à l'intelligence artificielle. Je ne parle même pas des scandales qui ont éclaté cette semaine, qui montrent les effets de l'intelligence artificielle, qui produit des discours, des images qui ne correspondent pas à la réalité et qui poussent les gens dans des voies de garage. Premièrement, l'information disparaît. Vous allez, vous tapez, vous voyez des photos on fait le visage de quelqu'un, pleurer, rire, etc. Des montages photographiques qui fait on ne peut rien croire, on ne peut plus croire à rien. On n'a aucune information crédible pour qu'on puisse dire, ah, il faut que nous fassions ça. Donc, la monnaie, le dérèglement économique, le dérèglement dans les communications liées aux technologies nouvelles font que les choses iront de plus en plus vite. Alors, en face, parce que là, on a montré les dégâts, les risques, etc. Mais en face, il y a des éléments cette semaine qui nous ont montré que le tournant est pris et puis il est irréversible. Hier commençait une rencontre de ce qu'on appelle la COS, l'OCS plutôt, l'Organisation de coopération de Shanghai. Une vingtaine de pays qui participent. Les pays qui sont là représentent plus de la moitié de la population mondiale et ce sont des monstres économiques. Puisqu'il s'agit de la Chine, il s'agit de l'Inde, 1,3 milliard, il s'agit de la Turquie, bref, c'est des poids, des mastodontes de l'économie qui se sont réunis là. Et pourquoi? Pour construire le monde alternatif au système dominant fondé sur la circulation du dollar. Alors c'est intéressant que vous alliez rechercher sur tout ça, parce que vous verrez que Macron dit, je vais faire ceci, je donne à Poutine le pantin qui ne représente rien au niveau international, et relayé par tous les médias occidentaux pour faire croire qu'on est dans un temps, comme dit la chanson, ou qu'on a dans le temps ou dans contre-temps. Non, c'est vraiment du cinéma, mais le gros, l'essentiel, la réalité, c'est ce qui s'est passé dans la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai. Parce qu'on confirme le fait qu'on se débarrasse du dollar. On confirme qu'on crée de nouveaux circuits d'échange, matières premières, produits finis, etc. Et ces gens-là, ils sont inattaquables. On a parlé des guerres que l'Occident prépare, mais ils ne pourront pas faire la guerre contre l'Inde, contre la Chine, contre la Turquie, tout ça. Ce bloc qui est en train de consolider. Et puis, ce qui est intéressant à noter, c'est que l'esprit des Occidentaux, qui est suprémaciste, arrogant, ils ne réalisent pas ça. Ils pensent qu'ils pourront renverser. Quand on pense par exemple à la France, qui s'attaque à l'Algérie, la France s'attaque à l'Algérie, puissance productrice d'énergie, peuple à la démographie montante, etc. Si la France
croit qu'il va rééditer la guerre d'Algérie d'après lui. Non, mais attendez. Je dis que le suprémacisme des Occidentaux les perdra parce qu'ils ne se rendent pas compte des forces qui montent en face et ils croient que les anciennes mesures colonialistes vont servir. N'empêche que quand l'ennemi est blessé et agonisant, il devient plus dangereux. La guerre sera dure. On n'est pas à l'abri d'une folie de Netanyahou qui lancerait une bombe nucléaire. Enfin, insistons pour dire que ce n'est pas du catastrophisme, ce n'est pas pour effrayer les gens, c'est une réalité vérifiable. Et que si on reconnaît cette réalité-là, et puis qu'on ne prend pas de disposition, c'est vraiment irresponsable. Et on sera, comme on dit en créole, joue mal et pas ni brigade. C'est maintenant qu'il faut se préparer aux conséquences de ces conflits, de ces crises économiques, de toutes ces difficultés dont nous parlons. Alors, je pense à un ami qui attire souvent l'attention pour dire, mais il ne faut pas se contenter de faire des constats, se contenter de faire des constats. Oui, on fait des constats, mais qu'est-ce qu'on fait? Il est indispensable que nous fassions des constats, mais des constats qui ne soient pas simplement dire, ah, mais ça va pas, il y a ça, il y a ça. Des constats qui nous servent à analyser la réalité, à voir les dessous et à définir ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, et juste, je pense à notre camarade qui parle souvent des constats, les constats, ça ne peut pas être une réaction émotionnelle, individuelle ou localiste. Non. Il y a qu'à craser ou il y en a pris l'autre constat. Les constats doivent nous mener à élaborer une stratégie globale, savoir qu'est-ce qui est prioritaire, avec qui, comment, à quel moment on fait des choses pour pouvoir rétablir les conditions d'une véritable résistance et d'une véritable libération. Donc, c'est tous ces éléments-là, on aurait pu détailler, illustrer avec les faits, le désarroi mental, sociétal, mais comme je vous disais, on ne fait que survoler tout ça pour arriver à la partie déconstruction, parce que c'est ce qui est important, c'est que si nous ne voyons pas que nous sommes capables de changer le système et de voir quels moyens nous permettront d'atteindre cet objectif-là, ben on continuera à souffrir, à nous lamenter, rien ne devra changer. Il y a encore, malheureusement, beaucoup de gens qui croient que c'est dans la voie de la démocratie représentative bourgeoise que les solutions peuvent être trouvées. Il y a une grande partie de la population qui dit « Ah non, l'élection, ça n'a pas qu'à faire, ils se déconnectent sans voir en retour qu'est-ce qu'il faudrait faire. » Mais ceux qui contrôlent, ceux qui agissent, les partis politiques, les intellectuels, ceux qui interviennent, dans leur grande majorité, ils restent dans l'idée que c'est par les biais des institutions, des constitutions bourgeoises, de la démocratie représentative, des élections qu'on pourra se libérer et changer les choses, améliorer la vie. Commençons avec l'exemple de ce qui se passe en France. La France qui est, soi-disant, le pays le plus démocratique du monde, le pays des droits de l'homme et de la liberté. Donc, c'est tout à fait indiqué pour que nous tirions des leçons. Vous avez des politiques ultralibérales qui sont développées en Europe et en particulier en France. Qu'est-ce qu'elles disent, ces politiques ultralibérales? Ah, il faut muscler les entreprises, développer notre compétitivité, et puis là, on pourra se faire entendre et on pourra payer des retraites, etc. Mais c'est le capitalisme qui va nous sauver. Ça, c'est le fondement théorique, y compris d'ailleurs de certains mouvements de gauche. Et puis ils vous disent, bon, ces politiques-là, de l'extérieur, on constate qu'elles entraînent la pauvreté, qu'elles entraînent la misère. Je rappelle qu'il y a un rapport qui est sorti cette semaine qui montre
qu'il y a 6000 ans, bon, je répéterai le chiffre la semaine prochaine, des milliers d'enfants qui dorment dans les rues en France. Ils sont 103 en France. Ça les gens voient ça. Et puis, il y a des gens qui disent, dans le magma politique, le microcosme politique qui dirige, dans le cadre des institutions bourgeoises, il y a deux courants. Un courant qui dit, ah, c'est parce qu'on n'a pas fait assez d'efforts. Le monsieur Bérou, Premier ministre, nous appelle à faire 43 milliards d'efforts. Le bonhomme attaque des retraités, les anciens retraités. C'est à cause de vous que les gens sont de la difficulté aujourd'hui, les baby boomers, parce qu'on vous a donné trop d'avantages, ça a causé le tout, donc c'est à cause de vous. Donc vous devez vous sacrifier pour que les nouvelles générations. Le même bouc qui dit ça, dans la même semaine, il prend 40 000 € des caisses publiques pour redécorer son bureau à Pau. Donc il y a ces gens qui vous disent, c'est bon, le système est bon, c'est assez de sacrifices qu'on ne fait pas. Et puis qu'il y a des gens qui, on prend le Front National, le Rassemblement National, on prend de l'argent pour soigner des immigrés. Et si on prenait cet argent-là, bon, des crapules, on laisse ça de côté. Mais il y a un autre courant qui vous dit, non, le système est bon. Non, les élections, c'est une bonne chose. C'est comme ça qu'il faut changer. Mais c'est ces gens-là qui ne sont pas bons. Donc, mettez-nous là, on aura un meilleur budget. Le monsieur fort du Parti Socialiste, qui vient dire, bon, on n'est pas bon, et on le fait tomber, donc, mettez-moi là, j'ai déjà un budget, on va faire ci, on va faire ça. Fort, c'est très bien, comme tous ceux de gauche qui donnent ces illusions-là, qu'on ne pourra absolument pas changer quoi que ce soit dans le système et par la voie électorale. Alors, on parle de LFI, la France Insoumise, qui va plus loin, qui dit, bon, ah non, le système n'est pas bon, la constitution n'est pas bonne, donc il faut une 6e constitution. Donc il faut reconstruire une république. C'est plus avancé, mais ça ne pose pas le problème de la démocratie représentative bourgeoise. Puisque LFI, c'est le premier parti qui a gagné les élections législatives, ça fait 2 ans qu'ils sont bloqués. Et il n'y a pas d'espoir d'avoir une majorité absolue dans la prochaine éventuelle législative. Donc, je disais que dans le microcosme qui est d'accord avec le système de démocratie représentative bourgeoise, il y a les crapules qui veulent continuer, et puis il y a les gens qui se font des illusions ou qui développent des illusions, parce que le véritable problème, c'est que la démocratie représentative bourgeoise ne permet pas au peuple, aux couches populaires, d'être représentés réellement et de s'exprimer. Dans la première partie, on a parlé du redécoupage électoral. Pour illustrer ça rapidement pour ceux qui ne voient pas à quoi ça correspond exactement, vous avez par exemple une communauté qui majoritairement vote pour X. Quel que soit le candidat qui viendra là, X va passer. Parce que la communauté est d'accord. Les gens du ministère de l'Intérieur viennent, ils prennent la carte, ils voient le département ou la région qui est favorable à X, ils coupent en 4 morceaux, ils prennent un morceau, ils envoient dans 4 départements autour, de façon à ce qu'ils soient minoritaires. Et puis vous n'avez plus une région où vous êtes sûr d'avoir une représentation des minorités. Donc le cas du redécoupage, c'est un exemple. Mais au-delà de cela, il y a le chantage économique, il y a le propriétaire d'entreprise, ici en Martinique, qui vient qui dit, hey, si je te travaille en Caïman là, je ne sais pas qui m'en fonctionne voter. Il y a le poids de l'argent qui permet de payer des affiches,
des publicités, etc. Il y a le contrôle des médias, où des pantins idéologiques viennent tous les jours vous dire quoi penser, comme ceux qui défendent le budget de Bérou. Mais en fait, vous imaginez, Bérou dit, je demande un vote de confiance parce que la situation est dure. Et puis on va parler du budget après. Si vous ne votez pas pour moi, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord que la situation est dure. Mais si vous votez pour moi, je ferai ce que je veux. Comme je l'ai fait pendant 2 ans. Enfin, pendant 8 mois. Vous avez des journalistes, économistes, éditorialistes qui se succèdent pour dire, mais, monsieur de la France Insoumise, vous ne pensez pas que c'est irresponsable de ne pas reconnaître que c'est-à-dire d'intoxication de gens qui sont hyper payés pour manipuler les masses. Donc on a dit l'argent, redécoupage électoral, médias, chantage économique, répression de ceux qui sont en face, criminalisation de ceux qui sont en face. Les gens de LFI sont des antisémites. Ce sont des antisémites. Ce sont des antisémites. Donc pas voter pour antisémites. Et le chef de l'État, les ministres, tout le monde. Donc diabolisation de ceux qui sont en face. Et vous voyez que dans beaucoup de pays contrôlés par les Occidentaux, par exemple en Afrique, Centrafrique, etc., ou des pays d'Amérique du Sud, on refuse la candidature simplement de ceux qui sont susceptibles de gagner et qui ne sont pas d'accord avec le système. Donc cette forme de démocratie-là a été pensée, conçue par la bourgeoisie pour être sûr que, quel que soit ce qui arrive, ils vont gagner. Vous avez un gouvernement qui propose quelque chose de scélérat, la majorité est contre, 49-3. Il y a un article qui prévoit que 49-3, voilà, et je pose. Donc face à ça, il faut tirer la conclusion qu'il faut une autre conception de la démocratie. Je vais arriver ici, mais pour arriver à construire l'autre forme de démocratie, il nous faut rejeter les idées d'aliénation, les grilles d'analyse tronquées qu'on a inculquées largement pendant des siècles dans la population, qui fait que les gens ont déjà vu ce qui se passe. Il y en a beaucoup qui ne votent plus, mais dans leur esprit reste quand même la possibilité que si je mets X, Y, si je lutte par procuration, je pourrais changer la vie. Mais enfin, si vous, les plus jeunes, ne participez pas ou ne suivez pas les élections depuis une dizaine, vingtaine d'années, demandez à nos parents combien de fois on a vu des gens venir comme candidats, promettre la lune, dire que les autres c'était des incapables, des scélérats, des traites. Mettez-moi là, je vais changer. Et puis, lorsque la personne arrive, même bitin, même bagaille. Combien de fois, même quand ces gens-là sont sincères, ils arrivent, ils ne peuvent rien faire. Parce que les chefs d'entreprise, la casse, etc., les bloquent. Parce que l'État fait traîner les dossiers. Rappelez-vous quand les premières municipalités avec ces heures-là, l'État pas de en sous, hein. Et aujourd'hui, l'État retire toutes les dotations. Même si la personne est sincère, ce sera moins pire, mais elle ne peut pas apporter de solution. Donc, il nous faut sortir de notre tête cette histoire de Zorro qui va venir nous sauver. Surtout quand ces euros-là n'ont jamais rien fait dans le peuple pour l'organiser. Comment accepter, mais soyons lucides, comment pouvons-nous accepter que des gens viennent nous dire « je fais ceci » et puis chaque fois dire « par le peuple, pour le peuple ». Où avez-vous consulté le peuple? Quel peuple a été organisé pour dire « je veux que tu dises ça » C'est du charlatanisme. Les propositions qui sont faites sont irréalisables. Demandez
je vais dire au gouvernement de faire ceci, vous savez que c'est pas vrai. Alors nous qui n'allons pas au fond des choses, qui ne regardons pas le programme, la réalisation possible ou pas, etc., comme il y a du beau parler, du beau travail de réseaux sociaux, madame, c'est une attitude irresponsable. Nous contribuons à gêner le travail de ceux qui organisent le peuple, à entretenir des illusions, et nous menons notre peuple à la catastrophe. Il nous faut combattre cela. Les démagogies électoralistes qui viennent s'approcher municipal. Je prends le cas de la lutte contre la vie chère. Depuis 1935, il y a des marches contre la vie chère en France. En Martinique, pardon. À cause de la France. Il y a eu 2009. Il y a eu des syndicats. Il y a eu des partis qui ont lutté contre la vie chère. Ça n'a pas changé les choses. Non pas parce que la lutte était inutile. Non pas parce que les gens qui étaient là, c'était des imbéciles qui ne savaient pas que faire, des incapables, des corrompus, c'est pas vrai. Il y a des gens qui ont lutté. Mais en face, il y a un pouvoir colonial. Donc, tant qu'on n'a pas renversé le pouvoir colonial, il faut continuer à lutter, non seulement sur la vie chère, mais ajouter la lutte contre le pouvoir colonial pour pouvoir lutter réellement contre la vie chère. Depuis la nuit des temps, les gens se battent contre la vie chère. Est-ce que nous devons nous contenter de quelqu'un ou d'un groupe qui disent « les gens n'ont rien fait, je vais faire ». Et puis, oui, non. Au bout de non, les prix ont haussé. Et puis aujourd'hui, quelle est l'explication? Eh bien, c'est parce que les élus ne sont pas bons. Votez pour moi, votez pour Jacques, votez pour Gauthier. Dès le départ, l'idée, c'était l'idée électoraliste. La vie chère intéresse le peuple. On utilise cette question-là. Et puis, les vrais objectifs se révèlent. Votez bon, moi, je vais faire mieux. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Voter pour une proposition qui n'émane pas d'un peuple organisé ne changera jamais rien. Alors, ça m'amène à dire, mais que faire alors? À la fin de la première partie, je disais qu'il faut une stratégie globale. Quelle est la stratégie globale? Conscientiser, informer et organiser l'ensemble. Parce que si ces trois conditions-là ne sont pas réunies, nous ne pouvons rien changer. Ça veut dire qu'il faut porter des explications. Même si on est peu nombreux, mais les gens ont une intelligence naturelle qui leur permettront de dire « Ah, on nous avait caché ça ». Il faut dire aux gens, aligner des prix sur la France, c'est du pipi de chat, comme dirait une syndicaliste. Ça n'existe pas. C'est pas comme ça que l'économie fonctionne. Les prix, c'est comme ça que ça se fixe. Les prix, c'est lié à ceci. Voilà. Si nous voulons baisser les prix, voilà ce qu'il faut faire en matière de production. Mais comme nous ne pouvons pas faire, nous sommes en colonie, il nous faut développer des activités alternatives qui nous détachent du système, qui nous fassent nous déconnecter de l'hyperconsommation. Tout ça nous amène toujours à l'information, etc. Donc il faut informer, mais il faut surtout organiser. Parce que c'est pas que je prends un micro et puis je passe, c'est que dans les quartiers, des gens régulièrement se réunissent pour étudier, pour décider et pour construire l'alternative. Pour changer la vie d'un pays, il faut le pouvoir. Pour l'instant, ce sont les colonialistes et la caste de béquet qui ont le pouvoir. Tant qu'ils domineront, on aura toujours les mêmes problèmes. On va lutter pour améliorer, mais on aura toujours les mêmes problèmes. Pour ne pas avoir les mêmes problèmes, il faut avoir le pouvoir. Pour pouvoir avoir le pouvoir, il faut avoir les moyens d'être organisé et de lutter. Alors, réfléchissons comment on va s'organiser. Il faut organiser notre vie. Le pouvoir économique, ils l'ont dans les supermarchés, etc.
Mais le pouvoir économique, nous pouvons l'avoir et le constituer. Parce que c'est les Martiniquais qui ont l'argent qu'ils vont dépenser, c'est dans les supermarchés. Parce qu'il y a des gens qui vivent alors qu'ils sont dans le chômage. Jardin Bocaille, et activités parallèles, etc. Ce qu'ils appellent parfois travail noir. Ou pas dit l'argent pour faire prêt la banque pour construire une villa, ou qu'à faire un coup de main, ou qu'à faire économie, ou qu'à crier, ou qu'à... Mais l'essentiel des maisons de Martinique ont été construites sans banque, sans autorisation de la préfecture, par les mains du peuple. Ce que je veux dire, c'est que nous avons un pouvoir qui est dominé, mais qui est puissant. Si chacun fait ce qu'il peut, il peut être confronté à la gendarmerie, au poste, etc. Ça ne marche pas. Mais si ce pouvoir-là que nous avons, nous l'organisons. Nous organisons des circuits courts. Par exemple, nous faisons le recensement des gens qui produisent à Duchesne, des filles qui font des tresses, des garçons qui font de... Et puis nous organisons ça en réseau. Nous avons un pouvoir économique. Et si nous faisons ça partout qui converge, ce pouvoir-là devient de plus en plus puissant et nous permet d'affronter celui qui est en face. C'est comme ça que les Noirs américains sont devenus puissants, même si le racisme existe, mais ils ont pu constituer une force économique. Dans beaucoup de pays, des communautés créent leur pouvoir et deviennent puissants, peuvent devenir autosuffisants, etc. Ça, c'est le pouvoir économique. Le pouvoir judiciaire. Vous savez que l'État français, c'est les beaux chaps qui bénéficient du pouvoir. Quand vous avez un petit litige, vous traînez des années, vous ne pouvez pas aller un appel, etc. Raison à passer pour toi. Tant que c'est ce système judiciaire-là seulement qui existe, les problèmes, on pourra gagner quelques affaires sur la base du droit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans cette direction. Mais le vrai pouvoir judiciaire, c'est un peuple là. Le pouvoir concernant la sécurité. Si dans un quartier, les gens se connaissent les voisins, connaissent qui c'est qui fait, vous pensez qu'ils ne seront pas plus capables qu'un gendarme qui vient, quand il veut faire ce qu'il veut, de savoir, attention, monsieur, achetez pas là, pas fait. Non, monsieur, c'est lui qui doit être là, etc. Et faire pression. Donc, le pouvoir judiciaire, la lutte contre les escroqueries, où savent, monsieur, c'est un filon. Le peuple a fait parole là pour lui, monsieur, c'est un voyou, il a pris un chantier, il n'a pas fait. Cette information et ce contrôle populaire-là va assainir la situation plus que tous les appareils judiciaires. Le pouvoir en matière de santé, nous avons commencé à le faire. Connaissance des plantes, échange, qualité de vie, etc. Les voyous qui envoient de l'argent pour les armes à l'Ukraine ferment les hôpitaux, déremboursent les médicaments, etc. Si dans le quartier, dans la commune, avec l'aide de municipalités bienveillantes, on arrive à faire le travail pour l'alimentation, les soins, etc., les conditions de vie, oui ou non on peut le faire? Oui, on peut le faire. Mais c'est là qu'on a le pouvoir sur la santé, le pouvoir sur la protection sociale. Combien en plaçant d'EHPAD? Si nous organisons pour revenir aux pratiques culturelles traditionnelles qui prévalaient dans le traitement des anciens, de nos aînés, si nous apprenons à nos enfants à le faire, si nous cherchons dans le quartier les solidarités qui existaient pour s'occuper de XY, nous sommes capables de faire et nous sommes capables de faire. Nous prenons le pouvoir en matière de santé et de protection sociale, en matière de culture, en matière d'éducation, etc. Notre mouvement a ses priorités. Enfin, les anciens, vous connaissez, quand il y avait le soutien scolaire, les camps de vacances dans les quartiers, comment beaucoup de gens ont pu émerger. Mais tout ça, il faut être organisé.
Et c'est pas leur fait pour mettre canari en diffé.